Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 31 mars 2018 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 40e volet de l'Entrepode. Alors un Entrepode très spécial car déporté à presque 400 km de Rouen où notre équipe a été invitée à participer à Podren, une énorme convention du podcast. Parlons un peu de cette grande et belle ville qui nous accueille. Alors Rennes a vu le jour sous le règne de Louis XV qui, en arrivant dans cette vallée désertée, s'écria « Ah, que Rennes !» qui, en dialecte breton, veut dire « Donne-moi donc un verre de Souchène, j'ai terriblement soif ». D'où la célèbre rue de la soif qui devrait ravir les papilles d'une de nos chroniqueuses, mais attention, ne nous arrêtons pas simplement à cette rue, car du moment que le degré d'alcool dépasse 4,5 sur l'échelle de la bouteille, elle est contente, j'ai nommé Starlet. Salut. Ah, une ville pleine d'histoires, triste à mourir, toujours sous la flotte, avec un plafond très bas, très humide, un univers pour lire du Pellateur ou un truc bien glauque dans le genre, pour accompagner ça, une musique bien déprimante, mais je lui fais confiance, il va forcément vous ramener de la ville sans clocher ce qu'il faut pour vous finir, j'ai nommé Christophe. Bonjour. Et le vieux Rennes, des ruelles, toutes petites que même lui trouve très grandes, terriblement grandes, c'est bien simple, il arrive à tomber entre deux pavés. Alors si on veut pas qu'il tombe dans une bouche d'égout, on lui lâche pas la main, ok? J'ai nommé Arnaud. Bonjour. Ah, et voilà, une spécialiste des vieilles pierres, des vieux bâtiments, de l'histoire d'une ville, des... Bon, laisse tomber, elle aussi, la rue de la soif, ça devrait le faire car elle crache pas dessus la bougresse. J'ai nommé Didouille. Salut tout le monde. Ah, et celui-là, amoureux des langues diverses et variées, capable de vous mélanger du normand et du breton. Ah, je vais me brailler les pattes, Canavo. Dis-lui, où c'est que t'as mis la voiture? Il saura vous ravir de ces questions à rallonge et interminables. J'ai nommé Lulu. Bonjour à tout le monde. Pour ma part, je ne serai présent car invité au printemps de Montcly, où en plus de jouer de la musique, je devrais me délecter de l'excellent breuvage que Didouille et Starlet affectionnent tout particulièrement. J'ai nommé le Bourgogne. Je vous laisse donc avec celui qui est notre guide spirituel, celui que nous suivons corps et âme jusqu'à cette ville de Rennes. Il pourrait nous amener à faire une émission à Maubeuge pour la fête de la fricadelle frite, que nous le surveillons quand même. Allez, fais voir à ces boomers tout jeunes ce que nous sommes capables de faire. C'est à lui, reprend les rênes de cette émission. J'ai nommé Nico. Ciao les amis. Bonjour. Et en fait, j'adore Rennes. Voilà. Ciao. Eh bien oui, bonjour à tous. Merci à Rennes de nous accueillir, à Podren de nous accueillir. Donc nous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, donc c'est d'autant plus sympa de se retrouver ici. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc il n'y a pas d'invité, donc on est quasiment tous là. Hein. Il ne manque que Marius, celui que vous venez d'entendre là, et qui est parti picoler en Bourgogne, hein, qui a préféré aller boire un autre breuvage ailleurs. Et puis Freddy, qui a préféré rester chez lui plutôt que de passer un week-end complet avec nous. Donc c'était un peu trop pour lui, on le comprend. Donc un épisode sans invité pour l'Entrepode, ça veut dire uniquement des rubriques de la bande et un quiz qui sera animé par Ludo. Donc un petit quiz, peut-être vous pourrez y participer. Et pour finir, nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes. Donc avant de commencer, on va préciser un petit peu le contexte. Je pense que tout le monde ici ne connaît pas forcément l'Entrepode. Donc l'Entrepode, c'est un rendez-vous qui est quasiment mensuel entre nous 8. Hein, donc on est des amis plus ou moins de longue date. Il y a donc tous ceux qui ont été cités ici. Ça a été lancé il y a 5 ans déjà. Déjà 5 ans qu'on fait nos conneries. Oui. On attaque notre 6e année. Et puis l'idée, hein, on rebondit pas mal. Enfin, on s'est bien retrouvé dans le débat qui a eu lieu juste avant là sur est-ce que ce qu'on disait pouvait être intéressant, pouvait intéresser les gens sur la durée, etc., etc. On s'est déjà engueulé sur la durée d'ailleurs. Voilà, souvent il y a des débats sur la durée. Et puis ce qu'on se dit surtout, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un bon moment, se retrouver entre nous et passer, échanger déjà. Et on se dit que si on arrive déjà à nous intéresser les uns les autres, on arrivera peut-être à intéresser du monde. Donc Et j'ai noté la notion de consentement qui a été évoquée juste avant, où on disait que les gens n'étaient pas obligés de nous écouter. Ben là, on est désolé, vous allez devoir nous écouter pendant 1h20, parce que vous n'avez pas le choix, il n'y a rien d'autre à cette heure-là, donc vous pouvez dehors. C'est un peu comme avec ma femme. 1h20 l'autre. Prétentieux. Il a dit qu'elle l'écoutait. Hein. Sinon, j'ai pas le droit aux 3 minutes 30. Donc en fait, on a plutôt des émissions qui font 2 heures, voire plus. Donc là, c'est un vrai challenge pour nous de tenir dans les 80 minutes. Donc je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus que ça. Et je vais déjà demander à quelqu'un de Rennes de venir, de Podren d'ici. Alors péremptoire, si tu peux venir ici. On m'a cité ton nom. Donc pour venir un petit peu expliquer à nos auditeurs, parce que tout le monde n'a pas la chance de venir à Podren. Donc nous expliquer un petit peu Podren, qu'est-ce que c'est et pourquoi nous avoir invités, etc. Bonjour Podren, heureux. Alors Podren, c'est quoi? C'est un petit événement sur le podcast à Rennes, bien sûr. C'est à 8 allées Léon Bert, mais tout ça, on s'en fout. Oui, donc cette année, gros événement, hein, parce qu'on a eu un petit succès, on n'est pas mécontents.
On a un petit peu doublé la jauge. Voilà, on était parti de 45 personnes, on a 80 personnes maintenant. Bravo. Donc toute la logistique, oh là là, quel bordel, vous dire. Ne faites pas ça. Alors, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Depuis quand date Podren d'où vient l'idée Qui sont les personnes derrière Podren? Ça y est, c'est l'anecdote. En fait, il y a 5-6 ans, j'étais à Rennes et je me demandais quels étaient les podcasteurs qui étaient à Rennes. J'avais lancé un doodle. Framasoft, c'est trop tôt. Un doodle pour savoir qui était à Rennes et au bout d'une heure, 30 personnes étaient inscrites. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que j'ai rien préparé, comme à chaque Podren. Comme nous. Et voilà, et donc des gens sont venus de toute la France pour boire des coups le temps d'une soirée. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et avec Bad Geek, on s'est associés. Et maintenant, chaque année, aux alentours, les dates sont pas toujours pareilles, on loue une salle et une sono, et puis venez enregistrer, venez vous rencontrer. C'est un peu notre motto, la rencontre. Bah, écoute, très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir invités, de nous faire partager un petit peu votre expérience. Puis le gîte et le couvert aussi, on a mangé et tout ça. Oui, voilà. Pas chaud, ça, c'est toujours une bonne chose pour nous. Surtout pour toi. Oui, c'est dommage, il n'y avait pas de viande, mais sinon c'était bien quand même. Oui. Et le repas était froid aussi. Oui, mais bon. Bon, commencez pas à faire vos lourds, on viendra plus après. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis donc l'année prochaine, si je comprends bien, peut-être un Zénith ou quelque chose comme ça, c'est ça, non? Alors le Zénith, ou un truc comme ça. Le Bercy, on ne sait pas, on va voir. Ça sera plus on va essayer de continuer à développer l'événement pour avoir toujours plus de monde, toujours plus d'émissions, de rencontres, essayer de favoriser ça encore plus chaque année. Et juste une dernière précision, ça n'est pas consacré uniquement aux podcasteurs, il peut y avoir aussi des auditeurs. Ah oui, alors tout le monde est invité, podcasteurs, poditeurs. On essaie toujours de faire en sorte d'avoir un micro ouvert à tout le monde, on l'a bien vu pour le débat avant. Et aussi d'avoir des ateliers comme la PodJam qui permettent de mixer les équipes, les podcasteurs, les non-podcasteurs, les curieux. Et ça donne toujours des beaux résultats. On est toujours assez content de voir. Créer des vocations. Ouais, des belles émulations. Et justement, tu peux expliquer ce que c'est que la PodJam parti. Je vais prendre la chaise. Vas-y, oui. Je commence à avoir une crampe. Alors, vous connaissez les Game Jam, c'est le principe de... pendant un week-end, on va créer des équipes de développeurs, de graphistes... Et avec un thème donné, pendant un week-end, l'équipe va devoir créer un jeu vidéo de A à Z. Et nous, on a repris le principe et on propose aux gens de participer, ils s'inscrivent sur le site et on tire au sort des équipes complètement au hasard et on leur propose de créer une émission de 15 minutes pour passer devant la scène, devant tout le monde, le dimanche matin. Soyez ponctuels, 9h30. Justement, cette année, on est assez fiers parce que une émission de l'année dernière, Après ça on peut mourir tranquille, a débuté l'année dernière. On continue toute l'année et on fait leur dernière émission, Feu. Ouais. Ils sont là, juste derrière moi. Ils ont fait leur dernière émission. Ils ont l'air en pleine forme pour des morts quand même. Ils ont ouvert Podren ce matin et c'est une belle fierté. On est assez content d'avoir vu ça. Eh ben, très bien. Merci péremptoire. Bravo à vous effectivement. Parce que c'est du travail, enfin quand on suit un peu sur les réseaux sociaux, on sent que vous avez dû donner de votre personne sur les dernières heures là en tout cas, donc bravo à vous. Donc on va pouvoir commencer avec notre émission. Donc pour se présenter rapidement, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient assez pointilleux sur certains points, à droite, à gauche, etc. Nous, notre but, c'est absolument pas de nous poser comme des experts de quoi que ce soit, c'est de passer un bon moment, c'est de créer de l'échange, du partage, de dire ce qui nous a plu les uns les autres. On a tous certains nos petites marottes, mais en tout cas voilà, si vous n'hésitez pas à nous contredire si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. On n'aime pas trop ça quand même. Mais enfin, dites-le dans votre tête en tout cas. Voilà, et donc pour commencer, on va laisser la parole à Christophe, notre Christophe, qui a un petit jingle. Merci. Et c'est ça. Je vais te raconter un exemple qui c'est intéressant. Et c'est ça, je trouve que c'est important. Et donc Christophe, de quoi tu nous parles? Un bouquin comme d'habitude? Justement non, une fois n'est pas coutume, effectivement, ma spécialité c'est plutôt les livres, mais je sais pas, j'ai voulu vous parler d'un film, parce que ce film m'a vraiment marqué. Alors voilà, c'est un film un petit peu particulier, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est le premier long métrage de Bertrand Mandico, qui s'appelle Les Garçons Sauvages.
Pas du tout. Ça donne envie. Ça ne dit à personne. Ça m'étonne pas. Ça veut dire quoi ? C'est un film triste. C'est-à-dire qu'ils ont des têtes d'un culte, pas c'est du ça tout. C'est pas du tout un film triste. Au contraire. Donc Bertrand Mandico Pourquoi tu l'as regardé, alors ? vient un petit peu du cinéma expérimental. Et vous allez comprendre. Et donc ce film-là est vraiment étonnant. Il est qualifié par certaines critiques déjà de film ovni parce qu'il est dérangeant, déroutant, et il est réalisé avec vraiment une très très grande liberté. Et donc dans cette atmosphère un petit peu onirique et viscérale à la fois, on a un espèce d'imaginaire fantasmagorique où la poésie sulfureuse se rencontre, et c'est vraiment un film improbable, inclassable, qui déborde d'audace, sans avoir peur du ridicule, par moment, ou en tout cas en l'assumant vraiment pleinement. Juste pour vous donner envie, je vais vous faire un petit pitch, mais évidemment, c'est toujours très délicat de parler... Avec des pépites de chocolat ? C'est ça. C'est toujours très difficile de parler d'un film sans... déflorer le sujet. Sans déflorer le sujet, mais tout en donnant envie d'aller le voir. Donc le pitch, donc 5 jeunes adolescents de bonne famille violent et assassinent leur professeur de lettres. Jusque-là, toi. Je comprends pourquoi ça t'a donné envie de le regarder. On vous avait prévenu, on vous avait dit tout ça. Là, on retrouve Christophe. On retrouve vraiment Christophe. Ça nous manquait. Attendez, J'ai peur, je crois que t'allais être sérieux là. Attendez, j'ai même pas encore. C'est très poétique. Ils violent et assassinent leur professeur de lettres dans le cadre d'un atelier théâtre. Normal. Qui dérape un peu. Ah, c'est avec Isabelle Adjani. Pas du tout. Non. Ah, non. Ça, c'est la journée de la jupe, ça. Non, mais elle a fait un autre film. Donc évidemment, un procès malgré tout s'ensuit, mais ils parviennent à être innocentés, ces cinq jeunes garçons, parce que le mensonge, pas de témoins, et puis finalement ils arrivent à faire retomber toute la responsabilité sur la prof, un peu d'infos. C'est de sa faute, en gros. Ouais. En gros, c'est de sa faute. Mais quand même, les parents, ils se posent des questions, ils décident quand même d'essayer de remettre leur garçon dans le droit chemin. Et donc, pour ce faire, ils font confiance à un espèce de mystérieux capitaine hollandais qui organise, avec son bateau, des périples en mer, dits on va dire, entre guillemets, des croisières de redressement. Assez bizarre. Au cours du voyage, en bateau, le capitaine commence déjà à se montrer très très dur avec eux. Et les jeunes garçons sont vraiment traités comme des moins que rien, comme des chiens attachés par le cou avec des laisses, etc. C'est quand même louche ton truc. Enfin, oui, c'est très louche, mais attends, c'est que le début là. C'est que le début là. C'est Pascal le grand frère chez les sadomaso. Et ils finissent par débarquer sur une île. Et l'île se nomme l'île des plaisirs, où pousse une végétation luxuriante complètement atypique, où l'on trouve des fruits aux formes très très évocatrices, des plantes qui semblent étrangement sexuées. Et le capitaine, évidemment, incite ces jeunes garçons à consommer toutes ces merveilles de la nature. Et lui, il s'éclipse. Pendant ce temps-là, un des garçons, quand même, se pose des questions et décide de suivre le capitaine qui va retrouver un certain docteur Séverin dans la montagne. En fait, c'est une femme. Oh, c'est bizarre. qui l'amène à des garçons en échange de bijoux. Voilà. Je ne vais pas en raconter plus. Ah bah, tu peux pas t'arrêter là. Ah si. On est dans une espèce de roman organique, un espèce de Jules Verne mêlé de divagations et d'autres fantasmes. L'île du docteur Moreau, un peu ton histoire. C'est plutôt un balance ton port. Les garçons sauvages, en fait, finissent par composer un sensuel et provoquant, une provocante métamorphose, on va dire, sans trop dévoiler quoi que ce soit, voire même complètement hallucinant. Et le point très intéressant du réalisateur, en fait, c'est qu'il a fait le pari audacieux, en fait, de faire jouer le rôle de ces garçons, ces petits cons à tête à claque, par des actrices. Et le résultat est vraiment bluffant, parce que vraiment, ça fonctionne. Et ça vient créer le trouble. Parce que jusque-là, il n'y avait pas. Hein. Non, jusque-là, il y avait pas. Tout était normal. Et en fait, ce qui est vraiment... pourquoi ça vient créer le trouble ? Parce que la question du genre... c'est la question du genre qui est posée dans ce film par le biais d'une provocation, d'une dimension très provocante, on va dire plutôt. C'est-à-dire que le genre est déconstruit puis réinventé. Alors donc voilà, ce film a le don de brouiller les pistes et de s'amuser avec les genres du cinéma.
en fait, il se moque un peu de tout le monde, du cinéma d'aventure, du cinéma fantastique, mais en même temps, l'auteur arrive à nous faire entrer dans une espèce d'émotion, et émotion de l'émerveillement, dans le burlesque, dans la métaphore, et ce qui peut, par moments, lui conférer un côté drôle et loufoque. Tu l'as sorti d'où Il date de quand Il vient de sortir, alors il est que dans les cinémas d'arrêt d'essai. Il est sorti, moi je l'ai vu il y a 15 jours, donc c'est pas si vieux que ça. D'accord. Donc forcément, dans les salles d'arrêt d'essai, parce qu'évidemment, dans les multiplex, vous ne le trouverez pas. C'est dommage. Certain. C'est dommage. C'est une certitude absolue. Mais je pense que ce film va devenir culte, en fait, dans 20 ans. Tu m'as intrigué, moi j'ai envie d'aller Et donc, le voir. c'est là l'avantage du podcast, peut-être, c'est que dans 20 ans, quand vous réécouterez ma rubrique, putain, qu'est-ce qu'il nous vous direz comme merde, ah ouais. Peut-être. Non, en fait, ce film vraiment fonctionne comme un voyage initiatique, tant pour les personnages du film que pour le spectateur. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué, parce que c'est une espèce de fable complètement décalée, dans laquelle il faut vraiment accepter d'entrer sans trop se poser de questions. Parce que le film est tellement radical à tout point de vue qu'il peut vraiment braquer, voire totalement rebuter, quoi. Et si on ne se laisse pas porter complètement par le récit qui est complètement barré, mais aussi la mise en scène qui n'est pas moins, eh ben on risque ou de s'ennuyer ou de rire beaucoup. C'est selon. Ouais. Et il dure combien de temps, ce film ? Il dure à peu près 2 heures. D'accord. Ouais. Enfin, petit conseil, si vous avez l'occasion de voir ce film, restez au-delà du générique, parce qu'il y a une dernière image qu'on appelle... Générique de fin, oui. L'image post-générique, voilà, comme on dit. Et donc, et qui apporte en fait une dimension supplémentaire au film. Et moi, ça me fait marrer, il y a des gens qui sont sortis pendant le générique à la fin du film. Et finalement, bingo, le générique se termine. Et là, il y a une dernière information qui scotche tout le monde. Qu'il ne faut pas louper. Donc voilà, c'est vraiment un film très très conceptuel, en tout cas avec de très belles images. Mais pour conclure, moi ce que je voulais dire, c'est que en fait la finalité de ce film, finalement, moi ce que je trouve porte indirectement un propos à revendicatif et qui est plutôt d'actualité. C'est la violence faite aux femmes. Donc voilà, c'est mon interprétation. Maintenant, je vous laisserai juge contredire si vous avez l'occasion de le voir. En tout cas, c'est un film d'une originalité folle et à tout point de vue, d'où ce terme, je pense, d'ovni, que j'ai pu lire de part et d'autre, parce que c'est vraiment un film qui vient de nulle part, en fait, qui est vraiment d'une autre planète, quoi. Même sur la mise en scène, parce que j'ai vu juste la bande-annonce, mais c'est des images... des images psychées. Alors il y a des images psychédéliques, il alterne la couleur et le noir et blanc, mais sans forcément de lien avec le récit. C'est-à-dire qu'on est dans la même scène, puis subitement cette scène passe du noir et blanc à la couleur ou l'inverse, et on voit pas le lien. Moi je l'ai pas trouvé. J'ai lu beaucoup de critiques, et en fait même les critiques dits spécialistes dans le cinéma ne font pas forcément le parallèle entre pourquoi ces passages au noir et blanc et dans le cadre du récit, etc. C'est-à-dire le type, il s'est laissé une liberté absolue, mais quand je dis absolue, c'est absolu. Et le résultat est vraiment grandiose, tant sur l'idée, parce que je ne peux pas forcément dévoiler... Attention Non, mais sur l'idée, sur les images, sur la mise en scène... c'est vraiment un film à aller voir, ou en tout cas à se procurer. Je ne sais pas s'il sortira un jour en DVD, mais toujours est-il que peut-être que dans 20 ans vous penserez à moi. C'est beau ça, pour la postérité. Merci Christophe. Voilà. Donc Les Garçons Sauvages. Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Donc quelqu'un l'a vu dans la salle ici Oui. Alors. Un Normand en plus. Vas-y. Un avis. Vas-y, viens. Oui, au contraire, j'aimerais bien avoir des avis, moi. Podcast normand en force. Ouais, voilà. Geek et légende. C'était pas préparé, ça. Non, mais j'ai pas vu le film, mais cependant, dans Mauvais Genre, avec François Angelier, je sais pas si ça vous parle. Oui. Ils en ont parlé il y a 4 semaines, et Bertrand Mandico était invité. Et les journalistes qui étaient autour de la table en parlaient exactement les mêmes termes que toi. La fascination qui était autour du film, et ils parlaient aussi de cet après-générique. Et ça m'a vraiment donné envie, d'autant plus
Donc là, je vais vous laisser, je vais aller au Cinoche. Hein. Bonne séance. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, là. Bien. Oui, Starlet s'appelle aussi maîtresse Domina hein, dans une autre vie. Bonjour. Dans la mienne. Salut. Ouais, moi je l'ai vu au Hall d'ailleurs, donc c'est un cinéma où il y a toutes sortes de films. Hein, c'est pas à Paris. C'est à Paris, oui. Ouais, moi aussi je l'ai vu à Paris. Day One, enfin. Mais c'est un multiplex où il y a pas mal de. Bah au Hall, ouais, il y a tout. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Avengers, il y a ça. D'accord. Exactement. Et le film, oui, il y a du noir et blanc en fait sur la quasi-totalité. Et c'est joué un peu comme une pièce de théâtre. On se sent pas trop qu'on est dans un long métrage. Ouais. Ça se joue un peu, c'est très criant. Ça surjoue même parfois. D'accord. Mais c'est pas de mauvais goût. Seulement, il y a quelques moments où on comprend pas vraiment ce qui se passe. Notamment le début, en fait, où on est plongé dans une espèce de France du début du 20e, il me semble. On a du mal à, Voilà. à connaître la période à laquelle ça se passe. Je crois que c'est début 20e, parce que c'est bourgeoisie, etc. C'est ça, tu l'as dit. C'est le côté Jules Vernesque, non? Oui, alors ça, par contre, peut-être, ouais. Ça, par contre, je vois pas ce que tu voulais dire. 2 ans de vacances, peut-être, parce qu'en fait, comme Jules Verne a écrit des bouquins. Bah moi, c'est le côté Jules Verne, c'est l'île en fait, l'île mystérieuse en fait, qui fait que ça m'a fait penser à Jules Verne. En fait. Moi, j'ai lié ça plutôt au propos principal du film, l'exotisme en fait dans le mode de pensée par rapport à l'époque, où c'est vraiment un décentrement du regard à une époque où justement c'était très très fixé. Ouais. Et vu que c'est début des années, je crois que c'est à l'avant-guerre en fait, l'avant-première guerre mondiale, il me semble. Donc on est très c'est très chacun à sa place quoi. Et c'est joué par 5 actrices. 5 actrices, ouais. Et pas toutes connues. Non. Certaines pas du tout, même certaines pas du tout connues. Certaines qui c'est leur le premier film. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai pas vraiment aimé, hein, parce que déjà dès le départ, en fait, je trouve que le film il balance trop de psychédélie justement pour ensuite se calmer. Et là, je me suis dit, mais en fait, il m'a tout balancé au début pour un peu me planter le décor. Et maintenant, je suis plus aussi subjugué par ce qui se passe, quoi, parce que je voyais les gens qui, au fil du film, les gens s'en allaient. Moi, personne n'a quitté la salle. C'est marrant, je crois que c'est un film qui laisse pas indifférent. De toute façon, je crois que tu dois être. C'est ça. Ce film, c'est tout ou rien. C'est où on adore, où on déteste, parce que je pense qu'il n'y a pas de. C'est difficile d'avoir un entre deux, quoi. C'est un film très sensuel, très sexuel. Oui, tout à fait. Donc c'est soit on accroche, soit on n'est pas bien. Bon, moi, j'ai décidé de rester jusque la toute fin. Mais c'est vrai qu'à la toute fin, c'est intéressant. Bah oui. Parce qu'il y a un propos encore même philosophique. Non, je dis rien, mais ça ouvre des perspectives plus philosophiques que ce que le film laisse à penser. En fait. Exactement. Voilà. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup. Donc tu nous rappelles le titre, Christophe, pour ceux qui nous rejoignent là. Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Merci beaucoup. Tu avais une musique à passer d'ailleurs. Mais... Ouais, c'est dommage, j'avais une musique qui était... passer rapidement. Mais non, ça durait à peu près... Vous pouvez recommencer les applaudissements, c'est peut-être la première fois, d'habitude il est tellement charrié, il est limite à pleurer. Merci. Merci pour lui. Prends ta dose, Christophe. Merci. Tu vois, ça s'est bien passé, Christophe. Ils sont très gentils, les gens ici. Ils sont bienveillants et tout. Merci à tous. Non, mais je suis pas forcément à l'aise avec le cinéma. Tu t'es très bien débrouillé, en tout cas. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le voir, parce que ça a l'air quand même bien barré, ton histoire, là. Sans transition aucune, ça va être à mon tour donc, de parler de ma petite rubrique Les fonds de tiroir. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Dago, chabou, dadouti. Les fonds de tiroir. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'une série que j'avais pu regarder récemment. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont vu. C'est la série The Leftovers qui est de Damon Lindelof. Alors c'est une série qui est pour moi un vrai coup de cœur, mais je voulais pas la mettre en coup de cœur en fin d'émission parce que j'ai un peu plus de choses que 60 secondes à dire dessus. Oh merde. Ouais, c'est vrai que ceux qui me connaissent savent que je peux vite m'éterniser sur des sujets. Donc The Leftovers, je vais baisser un petit peu le son. C'est une série qui est en 3 saisons, 28 épisodes, qui est terminée là depuis quelques semaines. Donc l'histoire, le pitch, du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la population disparaît mystérieusement de la surface de la Terre. Les gens, tous âges, tous horizons, etc., disparaissent dans la nature sans aucune explication et laissent leurs proches dans l'angoisse. Donc on a vraiment un côté très fantastique dès le début.
Et puis 3 ans plus tard, c'est là que commence la série, enfin que commence le vrai cœur de la série. La vie a repris son cours dans la bourgade de Mapleton, qui est la ville dans laquelle se déroule l'histoire. C'est du côté de New York. Mais en fait, plus rien n'est plus comme avant. Tout le monde a un petit peu changé son quotidien, etc. Et à l'approche de la commémoration, on sent qu'il y a une petite tension qui commence à s'installer entre les survivants et puis finalement une espèce de secte de gens habillés tout en blanc, qui fument à longueur de journée, etc. On comprend pas trop et on sent qu'il y a une espèce de tension qui se crée. Donc voilà comment commence cette série. Donc c'est une comment dirais-je, c'est une série qui est vraiment, comme je disais, assez orientée fantastique, puisque dès le début, on ne sait pas d'où ça vient, mais 2% de la population, qui, pourquoi, comment, etc. Ça, on ne le sait pas vraiment. Et Damon Lindelof, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui avait fait la série Lost. Donc là, on a encore une histoire de... Ah oui, ça y est, oh là là, ouais, je sais, bon... Donc je reviens, moi j'avais pas trop aimé Lost d'ailleurs. Justement, j'espère que c'est mieux ficelé que Lost. Tu me diras à la fin, voilà, si ce que je t'ai dit te donnera envie de le regarder ou pas. Non, c'était bien Lost. Oui, non, c'était pas bien. Oui, j'aimais bien. Alors on fait un débat, tiens. Il y a un débat. C'est ça. Donc voilà, là c'est encore une histoire de disparu, cette série The Leftovers. Mais là, on traite de ceux qui restent. Pas ceux qui ont été perdus, c'est ceux qui restent, qui finalement sont assez perdus dans leur vie en fait finalement. Donc c'est tiré d'un livre, le livre de Tom Perrotta qui s'appelle Les Disparus de Mapleton, qui sert de trame à toute la première saison. Et après, forcément, ça s'en éloigne. Donc comme je disais, sous les abords assez fantastiques, on a une série qui est plutôt très humaine, très mélancolique, qui parle beaucoup de tristesse, mais paradoxalement, je trouve, c'est une série qui nous fait nous sentir vivants. Quand on la regarde, on est content de la voir. Et c'est fait surtout de manière très, très poétique. Moi je trouve qu'elle a fait du bien. Quand on finit les épisodes, on est content, enfin je sais pas comment le dire, on a un espèce de sentiment assez agréable. Où en étais-je ? Donc l'histoire, ça tourne autour de 2 personnages qui sont assez torturés et de leur entourage. Donc Kevin Garvey qui est joué par Justin Theroux, je sais pas le prononcer, désolé, et Nora Durst, Carrie Coon, qui ont leur vie, qui sont chamboulées suite à ce grand départ des 2%. Kevin, lui, il a perdu aucun proche, mais par contre, il est blindé de névrose, il n'y a rien qui va dans sa vie. Et il a quand même un petit peu eu des pertes, des dégâts collatéraux, on va dire. Par contre, Nora, elle a perdu toute sa famille, mais elle tente de faire bonne figure. Donc on a aussi des têtes connues dans cette série, dont Christopher Eccleston, qui était le 9e docteur de Doctor Who. Liv Tyler, qui jouait Arwen, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait aussi dans Armageddon. Mais aussi tout un tas de personnages qui sont tous campés par des acteurs vraiment tous excellents et super justes. Donc, mettre un petit peu de fond musical. Donc on a en fait des personnages qui tentent de survivre un peu à la pensable, à aller de l'avant, sans vraiment arriver à se reconstruire, sans vraiment faire le deuil, parce que les gens sont disparus, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Donc est-ce qu'ils vont revenir un jour ? Est-ce qu'on les trahit pas finalement en reconstruisant notre vie, etc., etc. Donc ça traite de tout ça, mais aussi du deuil collectif d'une société qui a connu un gros drame. Puisque 2% de la population, je ne vais faire pas le calcul, mais bon, ça commence à faire un bon nombre. Et en fait, c'est vrai que ça fait un peu écho à certains, à nos sociétés actuelles, avec les attentats, avec des choses comme ça, où on sent que de temps en temps la société est soudée, puis a un petit peu du mal à aller tous dans le même sens, etc., parce que chacun répond à sa manière. Donc, elle met un peu le temps à poser le décor, cette série, enfin je trouve, mais par contre, il y a une ambiance, une atmosphère, une fois qu'on est rentré dedans, on est complètement happé. J'ai trouvé qu'elle avait un côté Six Feet Under, je sais que c'est une série qu'on avait assez abordée avec Ludo, dans le sens où elle traite les disparus, elle parle du deuil, mais en fait c'est pour mieux parler des vivants et de la société à travers des familles dysfonctionnelles et des personnages qui sont blindés de failles et de fêlures, quoi. Je trouve qu'aussi on a un petit côté post-apo qu'on peut retrouver, enfin vraiment de façon assez légère, mais notamment le personnage principal, Kevin Garvey, qui me fait penser en moins tête à claque à Rick dans The Walking Dead. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve à la tête d'une communauté, qui se retrouve leader malgré lui, mais qui ne sait pas toujours si ses choix, qui sont avant tout pour lui, vont vraiment être bons pour l'ensemble de sa société, enfin de la société au sens global. Et puis voilà, on a un monde qui doit se reconstruire après un gros drame, après des codes qui ont été complètement explosés. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit côté post-apo. C'est assez marqué dans la saison 2, clairement, où là il y a vraiment un lien qui se fait, je trouve, avec The Walking Dead ou des choses comme ça, où tout se passe dans une ville grillagée, qui est gardée, avec des gens qui sont des nantis à l'intérieur, des gens à l'extérieur qui veulent rentrer à tout prix pour un petit peu se retrouver protégés. Enfin voilà, on retrouve un petit peu ce rapport de force et guerre de territoire
Alors Damon Lindelof, moi j'avais pas trop aimé Lost, mais c'est vrai qu'il y avait la religion qui était pas mal ancrée dans son propos. Ça se retrouve bien encore Lost, ici. Hein. Oui. Ça se retrouve encore ici. Mais ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire que c'est pas asséné à gros coups de dogme ou quoi que ce soit. Loin de là, je trouve que c'est fait de façon assez douce. Je trouve que ça met en exergue justement le fait que les gens, dans une période de crise, etc., cherchent à trouver un sens à leur vie, à être guidés par une certaine spiritualité. De temps en temps, ça entraîne des mauvaises actions, de l'aveuglement, et puis, mais en même temps, ça leur permet de trouver des réponses là où ils n'en trouvent pas ailleurs, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal trouvé, d'où aussi les sectes qu'on voit un petit peu à droite à gauche et les gens qui voient des signes par-ci par-là, quoi. Alors pour revenir à la série clairement, donc je vous l'ai dit, c'est 3 saisons, 28 épisodes, je trouve que ça se tient de bout en bout. Chaque saison a été écrite comme un chapitre, vraiment, donc avec un début et une fin, elle pourrait presque se regarder de façon indépendante en fait, de mon point de vue j'ai trouvé. Et ça fait un espèce de... Tout est cyclique dans cette série. On a vraiment l'impression que c'est des arcs narratifs, que la boucle est bouclée plusieurs fois dans la série. On a vraiment l'impression qu'il retombe à chaque fois sur ses pattes, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien géré. Et puis sans dévoiler quoi que ce soit, ni spoiler, parce que je sais que j'ai des collègues qui sont très sensibles à ça. À la fin de l'histoire, en fait, voilà. Ils meurent tous. Chaque personnage, en fait, il a connu son propre parcours. Ses désillusions, ses espoirs, etc. Non, mais t'inquiète pas, je raconte pas. Excusez-nous, on vous quitte un instant. Et en fait, chacun répond aux questions qui sont posées au début à sa manière. Et je pense que le spectateur a un peu le même rapport à ça. Un peu comme dans le quiz de Freddy, en fait. Voilà. Chacun, en fait, il interprète selon sa sensibilité, si on est plus axé sur la spiritualité, si on est plus axé sur le fantastique, si on est plus axé sur la poésie, etc. Chacun peut trouver ce qui lui plaît dans la série. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. La fin laisse la possibilité à chacun de se l'interpréter. Voilà. Donc, pour être franc, c'est une série qui m'a vraiment ému. Ça m'arrive pas forcément très souvent. Non, c'est vrai. Et non, mais c'est vrai. J'ai vraiment été emporté. Le fantastique, qui est très très présent, ne posera pas de problème aux plus cartésiens d'entre nous, je pense. Parce que on en fait vite abstraction, en fait. Parce que ça tourne vraiment autour des personnages. La série, l'histoire et les personnages sont super bien écrits. Et les incohérences, parce qu'il y en a forcément, elle n'est pas parfaite, il y a forcément des défauts, quand même, des incohérences. Mais on les cherche même pas en fait. On se laisse guider, on se laisse porter par le flot de l'histoire. Et vraiment, le gros point fort de The Leftovers, je vais essayer de vous mettre quelques illustrations. Voilà. C'est la bande son qui est vraiment extraordinaire. C'est Mac Richter qui l'a écrite, et ça donne vraiment beaucoup d'émotions. Ça apporte du poids aux messages qui sont délivrés. Et les morceaux de piano sont vraiment extraordinaires, sans justement à faire du larmoyant ou à vous dire là c'est le moment où vous devez pleurer, donc vous allez pleurer, là c'est le moment où vous devez être content, etc. Ça incite pas à la déconne quand même, non plus, les morceaux là. Non, mais la série est pas. J'ai dit, c'est mélancolique, c'est triste, etc. C'est pas si triste. Je trouve que c'est traité d'une façon qui nous laisse découvrir ce qui se passe, mais c'est pas. Je suis hypersensible, j'ai pas beaucoup pleuré. En fait, ça m'a embarqué dans une histoire, mais ça m'a pas rendu triste. Ouais, mais c'est cette approche. Vraiment, on est pris dans le flot, quoi. Donc, moi, il suffit, c'est vrai qu'en le préparant, j'ai réécouté quelques notes de musique. La série, on l'a finie depuis quelques semaines, mais rien que de réécouter les notes, un peu la chair de poule, on voit des flashs, des images, des trucs comme ça, des ambiances, et vraiment la réalisation, la mise en scène et tout, c'est vraiment... Et pourtant, Ludo, on a souvent l'occasion d'en parler, moi, les Madeleines de Proust et les machins comme ça, j'ai rarement ce genre de côté un peu pas nostalgique, mais à me replonger dans le passé. Mais là, vraiment, c'est d'enfer. Le générique de la première saison est magnifique. Après, je suis un peu déçu sur les deux autres saisons derrière, j'ai pas bien compris ce qu'ils avaient fait là-dessus. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous y plonger. Moi, j'aimerais bien pouvoir repartir et puis me dire, voilà, je connais rien, je suis vierge de tout et puis je rattaque le truc. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que c'est une série qu'on avait envie de regarder. À chaque fois qu'on a fait un épisode, on a envie de regarder la suite, mais en même temps, on était frustrant en disant, mince, ça en fait un de moins à regarder. Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette espèce de course. On savait qu'à chaque épisode, on s'approchait de la fin, en fait. Voilà. En tout cas, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je sais pas. Moi, c'est vraiment une série qui me manque maintenant qu'elle est terminée. Donc je vous invite, je ne sais pas si parmi vous, ici, il y en a qui ont eu l'occasion de la regarder, de la voir, de la connaître, d'en entendre parler, tout simplement, en fait. Je ne sais pas si tu veux venir me contredire ou n'hésite pas. C'est de la merde. En fait, t'as rien compris, t'es qu'un con, c'est vrai. Non, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai vraiment adoré. Parle bien dans ton micro. Tu parlais de la musique, justement, et la musique est géniale. Je trouve que justement, vous avez comparé à Lost,
Et je pense que justement Lost, ça a commencé à devenir un peu... Alors je l'ai pas comparé parce que moi j'ai pas aimé justement. Un peu moins bon à partir de la saison 4. Et là je pense que du coup justement il a fait le truc de se dire je vais arrêter à la... Et moi j'ai bien aimé justement le traitement un peu... je trouve que les meilleurs héros souvent c'est ceux qui refusent d'être héros. Et Justin Theroux il le joue super bien ça. Oui. Le fait il subit en fait. Ouais voilà, d'être le Messie, mais en fait il veut pas être le Messie quoi. En fait c'est si Jésus avait pas voulu être Jésus quoi. Oui, il y a un peu de ça. Oui, et c'est une super bonne série. Tous les acteurs sont super bons. Après je l'ai vu ça commence à faire longtemps là que je l'ai vu, donc je saurais pas. Ça aurait été juste après, parce que j'ai tout maté d'un coup, donc ça aurait été juste après, ça aurait été parfait, j'aurais pu vous en parler. Non, là, j'ai un peu on veut pas, en fait. Ouais, c'est déjà bien, oui. Mais non, très bonne série, disponible sur OCS, hein, parce que faut dire un peu où c'est disponible. Exactement, mais tu as tout à fait raison. Tout est disponible sur OCS, et d'ailleurs, le créateur va faire Watchmen sur HBO, la série Watchmen, donc on l'attend, quoi. Voilà. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Bon, super. Donc je ne sais pas si autour de la table ça vous a donc donné envie ou pas. Vous en avez déjà parlé un peu avant, mais c'est la prochaine que je vais attaquer en fait. Moi aussi, c'est marrant ça. On est fait pour s'entendre. Vraiment. On a bien fait de vous mettre l'un à côté de l'autre. C'est ça. Peut-être qu'on se la fera ensemble d'ailleurs. On va vous laisser, hein, si on vous dérange, c'est pas très grave. Bah écoute. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie ici d'y jeter un petit coup d'œil. Et puis ça m'a presque donné envie finalement de revoir Lost, au moins les premières saisons comme. Non, je te le conseille pas. Non, les premières saisons justement pour voir s'il y a des choses avec un nouveau regard par rapport au scénariste et peut-être des messages qu'il a pu distiller par-ci par-là. Le regarder sous un autre angle, mais bon, tellement de choses à voir, voilà, toujours. Puis tellement de gens qui font des podcasts longs que je sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, c'était tout pour moi. Merci, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, on devrait faire ça plus souvent. Mais on va laisser la parole à un personnage que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici, mais en tout cas qui est campé par Arnaud ici présent. Je tiens à préciser que ce personnage est incarné par Arnaud, mais ce n'est pas Arnaud. Donc, merci. Même si ses propos sortent de sa bouche, bon... en fait, il le pense quand même. C'est un peu mon drame, effectivement. Il y a un peu de lui quand même dans ce qui va être dit. Je peux pas faire de chronique. Voilà, c'est JR. Il y a un fan, je crois que c'est Monsieur Crayon là-bas qui s'exprime. Et le voilà. Tout à l'heure. Et d'ailleurs, JR, pourquoi est-il si méchant ? Mais pourquoi est-il si méchant ? Vous pouvez m'appeler JR. Des maths, hein. Des maths à tous. Ouais. Pour les non-indigènes, des maths, c'est bonjour en breton. Hein. D'accord. Je me présente, Jean-Robert Frégin. Enchanté. Vous pouvez m'appeler JR. Hein. Alors, on sort tout juste d'un débat, ma foi, fort intéressant. Hein. Est-il encore possible de passionner les gens pendant toute la durée d'un podcast à l'heure des réseaux sociaux et de la brièveté des contenus ? Pendant toute la durée d'un podcast, ça peut faire débat, effectivement. Hein. En revanche, pendant toute la durée d'un entrepode, clairement, c'est non. Non, à l'heure des réseaux sociaux et de la brièveté des contenus, ou pas. Hein. L'entrepode est intrinsèquement ennuyeux. Il a été conçu comme ça à l'issue de nombreuses années de recherche. Hein, on a ici présent 6 personnes dont les témoignages convergent de manière certaine et troublante. Pour preuve, ils ont tellement de mal à passionner quiconque qu'ils sont venus spécialement à Rennes pour se donner l'opportunité de quadrupler leur nombre d'auditeurs en prenant en otage une salle entière. Enfin, une salle entière, c'est pas un zénith non plus. Hein. Bon, c'est pas loin Rennes. Hein. Enfin, c'est à peine à quoi ? Bon, à un entrepôt de Rouen en voiture. Hein. Alors moi, je m'étais caché dans le coffre. Hein. Ouais. Alors, au départ, ils étaient au complet. Et ils ont débarqué, l'un d'entre eux, Monsieur Freddy, près de Caen, au moment où il a voulu mettre sa compile de chanteurs déprimants, hein, le best-of des 10 ans de son association musicale rouennaise Europe & Co, dont les concerts sont assidûment et quasi exclusivement fréquentés par des insomniaques. Ouais, les médecins leur recommandent en effet vivement la fréquentation de ces concerts pour les aider à retrouver le sommeil. Notre Marius, quant à lui, que vous avez entendu enregistrer en début d'émission, il était avec nous jusqu'à l'entrée de la salle, où il a été refoulé. Un règlement intérieur de l'événement oblige. Hein, je cite... Article 2, les organisateurs se réservent le droit d'interdire l'accès à quiconque aurait une attitude jugée non conforme à la bonne tenue de l'événement. Alors, sans qu'il soit nullement question ici de son attitude, hein, ni plus ni moins correcte que d'habitude, c'est la non-conformité générale de Marius qui s'est ainsi vu sévèrement sanctionnée par les organisateurs. Hein.
Bon, on a aussi eu chaud du fait de l'article 4. Hein. Il est interdit de boire ou de ramener de l'alcool. Alors, sur la base de cet article, ils ont failli refouler M. Nico. Oui, non pas parce qu'il avait bu, mais parce qu'il transportait sur lui une importante quantité d'alcool. Bah oui, Mme Starlet, hein, visiblement encore imbibée d'une soirée copieusement arrosée la veille, s'était endormie dans la voiture. Et M. Nico la portait dans ses bras jusqu'à la salle, tel un prince charmant craignant de réveiller sa princesse de peur d'être frappé. Mais qu'est-ce que je dis ? Article 11, on vous demandera de bien vouloir éviter d'être bruyant. Bande de salauds. Hein. Stigmatiser ainsi quelqu'un aussi ouvertement quelqu'un, c'est autant directement demander à Mme Didouille de cesser d'exister. Ouais, je vous parle pas de M. Arnaud, hein, avec qui on a failli refuser l'entrée du fait de sa petite taille et de l'article 1, je cite, l'entrée aux mineurs non accompagnés est interdite par principe. Oh, déjà qu'il n'avait pas envie de venir, hein. Mais quand il s'est retrouvé ici, rue Léon Lebert, hein, assiette de taboulé à la main, attendant fébrilement une tranche de mortadelle qui ne viendra jamais, il a eu l'impression de se retrouver dans Camille Redouble, hein, le film de Noémie Lovski, comme projeté dans la queue du restaurant universitaire qu'il fréquentait 25 ans plus tôt, entouré des mêmes étudiants boutonneux en sciences et en lettres qu'à l'époque. Ouais. Rue Léon Lebert. Bon, on croit Wikipédia, un journaliste né en 1874 dans le Finistère, décédé à Rennes en 1946. Ah, tu m'étonnes, hein, sûrement pendu un soir de déprime. Il a, je cite, collaboré au quotidien L'Ouest éclair. Voilà. Quand vous lisez ça, hein, immergé ici dans une ambiance glauque, avec des gars qui ont des drogues pas possibles, et avec un nom de rue qui ne peut être qu'imaginaire, bah on finit par croire qu'on est dans un sketch de Groland et que Christophe Salengro va franchir la porte de la salle d'un instant à l'autre. Vous savez que M. Nico a été contraint de mentir à son équipe pour les convaincre de venir. Hein. Bah, vous verrez, c'est un peu le festival de Cannes du podcast. Ouais, je vous cache pas que la chute a été rude. Hein. Un peu comme si on vous promettait la montée des marches en smoking lors de la soirée d'ouverture sur la Croisette, hein, sous le regard énamouré de la foule cannoise agglutinée aux barrières. Et en fait, vous vous retrouvez complètement beurré au 8e sous-sol du Palais des Festivals à vous faire besogner sous des néons blafards par le garde du corps de Jennifer Lawrence sur le capot avant d'une Renault initiale. Que voulez-vous ? On peut pas vraiment jeter la pierre à M. Nico non plus. Hein. S'ils avaient vraiment su, personne ne serait venu. Car assister à Podren, c'est un peu comme rechigner à vous rendre à une fête de mariage déprimante où vous connaissez quasiment personne. Ça se passe dans une salle des fêtes mal éclairée, mais bon, la bouffe est gratuite. Hein. Il y a une palanquée, donc le lourdin, qui monte sur l'estrade et se refile le micro tout au long de la soirée, pendant que Madame Didouille exhibe sa jarretière à toute l'assemblée. Bah, et le soir, tu dois même te taper des jeux craignos avant de rentrer pour une nuit de noces à 6 dans un hôtel de passe rennais réservé sur Booking par Mme Starlet un soir de cuite. Non, M. Nico lui-même avait rêvé d'autre chose pour fêter le 40e épisode de l'Anthropode. Ah, mais les gars, comme il leur disait, faites confiance au patron, hein, je nous ai trouvé des faire-valoir. Il y a notamment les tocards de Retour vers le Turf, le podcast consacré au Chanté Plus. Ouais. Ils ont tout pompé à Gilux et au Marcharif. Non, en plus, je vous cacherai pas que M. Arnaud était déjà un peu déprimé à l'idée de passer Pâques loin de sa famille. Heureusement, mais il ne le sait pas, ses amis ont prévu de cacher Christophe dans sa chambre demain matin en ne laissant dépasser que son crâne dessous la couette, histoire de se plonger dans l'ambiance. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont là à Podren, un événement consacré au podcast. Événement, podcast, rien que ça c'est paradoxal. En Podren, c'est un peu comme un congrès de plombiers où les seuls présents seraient tous polonais. Ouais, non, mais c'est vrai, on a en quelque sorte réuni ici l'équivalent des plombiers polonais des médias traditionnels. Mal. Mal ou pas payé, du travail de piètre qualité et une renommée à l'avenant. Non. Ici le sponsor c'est pas L'Oréal, hein, c'est Marc Repère. Hein, en parlant de shampoing, il y a dans cette pièce presque autant de femmes que de cheveux sur la tête de notre Christophe favori. Non, ce sont les filles de l'Anthropode qui sont contentes. Hein. Normalement habituées à une indifférence polie, elles sont ici aussi convoitées que des poupées gonflables à Fleury-Mérogis. Non, moi on m'aurait demandé. J'aurais su tout de suite qu'il fallait pas venir. L'invité d'honneur est un excellent indicateur du degré de notoriété, mais surtout d'ennui prévisible d'un festival. Non, c'est très connu dans le milieu des organisateurs de rassemblements pénibles. Plus l'événement promet d'être pesant, plus il y a de probabilité que l'invité d'honneur soit comédien de doublage. C'est statistiquement prouvé.
Croyez-en des spécialistes, nous étions présents au festival du film fantastique de Rouen, alors qu'y étaient accueillis non pas 1, mais 5 acteurs de doublage. En l'occurrence, ici, c'est Eric Missoff, doubleur officiel, entre autres, de Noah Weil. Souvenez-vous, Urgence. Eh ben, croyez-moi, Eric Missoff, il est sacrément Ross. Il faut... Ross, c'était Dr. Ross. Il faut savoir qu'il a un melon comme ça, Eric Missoff. Et quand il a vu qu'il n'avait pas dans sa loge le phare breton dénoyauté et la bouteille de chouchen de 20 ans d'âge qu'il avait exigé, son sang n'a fait qu'un tour. Il a quitté précipitamment les lieux. Bon, les organisateurs ont alors envisagé de remplacer au pied levé Eric Missoff par Rick Somfy, son sosie René, acteur spécialisé dans le doublage de volets roulants. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Eric Missoff, craignant que l'ordre du Grand Triskel ne lance sur lui une redoutable fatwa, a renoncé à son caprice de diva et s'est finalement prêté au jeu de bonne grâce. Il a même accepté de signer mon assiette en carton après que j'ai fini mon taboulé et balancé mon porc. Doubleur de Noah Weil. Au vu de sa filmographie récente, vous avez pourtant plus de chances de doubler Noah Weil au volant de sa Ford Mustang sur Mulholland Drive que dans un film. Podren. Entre pod sac. Vous l'aurez remarqué, le podophile, c'est ainsi que les initiés appellent les amateurs de podcast. Le podophile, disais-je, aime quand les événements ou les émissions portent des titres évoquant, de ma foi de manière assez subtile et discrète, le média podcast. Tiens, la preuve encore, Podjam. C'est le nom que porte l'espèce de grande partie fine de l'esprit qui se tient chaque année entre podcasteurs incestueux. Ces derniers se triturent les méninges durant une sorte de hackathon pour accoucher au fil des ans d'improbables formats d'émissions mort-nés qui ne seront jamais sortis en dehors de cette maternité maudite, le centre de maïotique podcastéenne Léon Lebert. En promenant parmi les rangs des spectateurs ici présents qui écoutaient l'Entrepode d'une oreille aussi polie que distraite, j'ai entendu les premières pistes de création envisagées par ces dégénérés. Bon, je passe rapidement sur Podzob, le podcast des radins. Pod ça chez nous, le podcast raciste. Et son spin-off, Pod ça chez moi, le podcast homophobe. À noter les plus inattendus, Podette, le podcast des cuisinières mélomanes fans des Charlots. Tétrapode, le podcast des tétraplégiques possesseurs de vivarium. Pod Puissance 8, le podcast des fans de Beethoven. Pod. Une petite pensée pour Cyclopède au passage. Mais le grand vainqueur, à n'en pas douter, sera Podane, le podcast des fans de Catherine Deneuve et Jacques Demy. Bon, je m'en vais céder ma place à Monsieur Arnaud, que j'ai une fois plus privé d'une chronique sérieuse, ainsi que le micro à Monsieur Lulu. Monsieur Lulu, le Bernard l'ermite du quiz. Il attend à chaque fois avec une impatience indécente les désistements de Monsieur Freddy, notre habituel Julien Lepers, pour pouvoir poser sans vergogne, et sans qu'on puisse lui reprocher de monopoliser l'antenne, toutes les questions qui lui brûlent les lèvres, plus sûrement encore qu'un prurite vaginal purulent ne brûle celle de Madame Didouille. Mais j'y pense. Peut-être certains parmi vous ont-ils franchi la porte de cette salle par curiosité sans même oser poser la question. Qu'est-ce qu'un podcast ? En substance, un enregistrement audio, comme qui dirait une émission, dont la particularité réside surtout dans le support de diffusion numérique permettant en toute liberté de ne pas l'écouter à tout moment et en tout lieu. Le podcast présente d'ailleurs le plus souvent la spécificité de n'être même pas écouté par ceux qui le produisent. Combien de fois nos chers chroniqueurs entendent-ils dans la bouche de proches et de moins proches oh, moi j'adore votre truc, là, l'Entrepode, ouais, j'ai vu ça sur Facebook, oh, c'est super sympa. À cet instant, le chroniqueur rougit. Ah, c'est vraiment agréable à entendre, c'est cool. C'est quoi ta chronique favorite ? C'est à ce moment-là que pointe le désarroi dans le regard du présupposé poditeur. Ouais, c'est vraiment sympa, mais j'ai jamais trop compris, là. Comment qu'on l'écoute, là, ton top 4 ? Eh oui, c'est ça le vrai secret d'un podcast réussi. Ceux qui l'adorent sont ceux qui ne l'écoutent pas. Du coup, quelque chose me dit que les gens vont adorer Podren. Mais tout de même, vivement Podcan. Allez, Kenavo les podophiles et sans rancune. Merci, JR. Tu m'as pas loupé, toi. Bah non, ça va. Oh, bah, ça va. Il y a déjà eu pire. Bah, merci beaucoup. Bah, comme tu disais, on va laisser la parole à Ludo, puisqu'il va nous prendre. Je vais faire de l'intérim, moi. Tu vas faire de l'intérim, voilà. Donc, il va nous.
va être officier du quiz. Et comment tu gères alors du coup? Tu fais participer les auditeurs? J'aimerais bien faire participer les auditeurs, ce serait quand même plus sympa, public, en fait, le public, voilà. Mais à la limite, il faudrait laisser un micro peut-être. Ben non, parce qu'en fait, ça va être une espèce de foire d'empoigne, quoi. C'est le but du jeu, donc, l'important c'est que ce soit bordélique, c'est ça, si j'ai bien compris. L'important c'est que ce soit bordélique et après, on s'en fout un peu qui gagne ou qui gagne pas. Remontage, ok. Mais l'idée c'est que je puisse du coup, si j'arrive à choper. L'important c'est plus les questions. La personne qui dit la bonne réponse, c'est yes, c'est bon, et puis je donnerai la bonne réponse. Comme d'hab, on se le fasse entre nous. Donc, en gros, on fait n'importe quoi. En gros, presque. Juste une petite précision, parce que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette rubrique est la rubrique de Monsieur Freddy, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, ça fait carrément ça. Monsieur Freddy, que nous regrettons tous ici, enfin au moins nous. Surtout toi qui vas devoir parler. Moi je vais faire l'autopromo, parce qu'habituellement je fais la Madeleine de Prout, mais sur ce coup-là, on va pas faire tout le rubrique, on va pas monopoliser le temps, donc... Parce que ce que tu es en train de faire, là, vous avez envie d'aller manger quelque chose. J'enchaîne maintenant, ok, c'est parti. Alors je vais enlever le casque directement. Ouais, vas-y. J'ai besoin de mes réponses. Oui, il fait un peu comme au César ou aux Oscars, quand t'es trop long, il coupe avec de la musique. Je vais parler sans mon casque pour essayer de bien entendre ce que les gens ont à dire. Alors, les mains, s'il vous plaît, sur le buzzer. On a le droit de jouer ou pas? Ouais, tout le monde peut jouer. Laisse les gens. Non, mais il va pas laisser les gens jouer, donc. Non, mais Arnaud, c'est un malade après. Juste une petite chose, c'est que dans ce quiz-là, l'idée, c'est qu'a priori, tout le monde peut répondre à ce quiz. Je veux dire, honnêtement, les hydrocéphales, ceux qui ont fait Polytechnique, tout ça, tout le monde est en mesure de répondre. Il faut juste être un peu concentré sur ce que je vais vous dire, ok? Tout le monde est avec moi? Ouais, c'est parti. Non, ça s'endort, l'autre endort déjà les gens. Vous allez voir, c'est super intelligent. Bon, je commence facile, ok? On est en Bretagne, hein. C'est le moment de parler spécial. Non, perdu. Ouais, ça a commencé comme ça va être le bordel. N'hésitez surtout pas à y aller parce que c'est des sauvages à côté de moi, ok? Alors... Donc, je parlais spécialité culinaire. Bah oui, mais ça va être difficile. Me regarde pas. Quelle ville en Bretagne est tout particulièrement connue pour son parlementin? Une ville en Bretagne, tout particulièrement connue pour son parlementin. Je peux donner des indices si jamais vous trouvez vraiment pas. Hein. Vannes. Non, c'est pas Vannes. Parlementin. Ouais. Bah Rennes. En Bretagne, le Mont Saint-Michel. Non. Tu dis ça, les Normands. Alors. Petite précision, il s'agit d'une pâtisserie qui fait 70 grammes. Là, je vous aide beaucoup. Alors, allez-y. Ouais, Saint-Malo. Non, c'est pas Saint-Malo. Merci d'avoir essayé. Non plus. Bien tenté. Non plus. Et Guingamp? Non. Il y a des amandes, de la compote de pommes et du cidre. Oui, là-bas. Saint-Brieuc. C'est super facile. En fait, il m'a semblé l'avoir entendu tout à l'heure, mais le truc, c'est que je suis concentré sur mon public. Quimper. Non. Qui a dit Rennes? Moi. Yes, Rennes là-bas. Et 10 minutes à peu près. Et toi, tu comptes pour du beurre. C'est pas grave. Un point pour le monsieur là-bas. Alors, je vais vous dire juste, la spécialité de Rennes s'appelle le parlementin, effectivement. Et on la trouve, alors c'est des pâtissiers, alors pour tout vous dire, cette spécialité, elle a été créée vraiment, mais alors... Hier. Quasiment. C'est un peu normal. Quasiment, parce qu'en fait, à Rennes, on essaie de se trouver des spécialités pour se donner un peu la couleur un peu historique, tout ça, culturel. Donc en 99, il y a quelques pâtissiers qui se sont réunis, qui se sont dit... On va créer une pâtisserie, ça va être sympa, on va l'appeler le Parlementin parce qu'il y a un Parlement de Bretagne là, qui est dans le coin, voilà. Et on va se réunir, on fait une confrérie du Parlementin et on sort notre pâtisserie. Ah oui. Alors c'est un peu, ça c'est jamais que ça dans le four, c'est hasard, je ne pense pas. Ouais. Et donc il a une petite forme en forme de parallélogramme qui rappelle le Parlement, c'est super bien étudié comme truc. Ça n'a pas l'air super connu ici quand même. Manifestement. Deuxième question. Alors là, attention, parce que là, ça peut aller assez vite hein, quand même. Hein. Il nous a dit ça dans la voiture pendant tout le blind test. Prêts? Quel artiste rennais, je répète, quel artiste rennais a fait ses débuts sur scène en 1979? Putain, vous êtes super pas drôle, quoi. Mais, j'ai pas fini ma question. Lors de la première édition des Transmusicales de Rennes, avec quel groupe? Eh bien, non, pardon. Dans quel groupe jouait-il? Je me suis mal exprimé. Quel était le nom du groupe d'Étienne Dao lorsqu'il a fait son premier concert? Ah, alors là, faites vos malins, là, allez-y. Non, mais il me provoque, là, tout ça, c'est embêtant. Y a-t-il... Non. Eh oui, on ne le savait pas. Personne ne sait. Ça s'appelait Entre les deux fils dénudés de la dynamo. Et ouais. C'est une blague, non? Et ouais. Pépère avait une autre vie avant de nous faire un petit peu frétiller du croupion dans les années 80.
Exactement. Toi, je vois que tu es un fan d'Étienne Dao. Et donc, voilà. Donc, en fait, son groupe, si vous voulez, c'était pas vraiment un groupe, en réalité. C'était plutôt une espèce de prolongation de groupe de bistrot, en réalité. Et leur truc, c'est qu'ils faisaient plutôt dans l'improvisation. Et notamment, ils avaient un morceau disco qu'ils jouaient pas mal. Et en fait, ce morceau s'appelait Jboing. Et c'était à base de cris de mouette. Le croyez-vous ou non, mais c'est la réalité. C'est la vérité vraie. Eh ben, bravo. On apprend des choses. Hein. Ouais. Je sais pas si ça méritait d'être connu. Je suis désolé, mais tu sais, c'est tout le souci, quoi. Troisième... Oui, alors j'ai essayé, je l'ai pas trouvé. Alors... Oui, mais moi aussi, je voulais l'écouter. En plus, sinon, je l'aurais diffusé, ça aurait été génial. On a loupé Jboing à base de cris de mouette. Génial. Week-end à Rennes. Troisième question. Alors, dans un film franco-italien célèbre, au moins pour les quarantenaires, hein, désolé pour les autres, fallait faire des études, c'est tout. Pour ce côté-là, alors, un des deux personnages principaux de ce film franco-italien porte un prénom qui, quand on est un peu tordu comme moi, mélange à la fois les saveurs sucrées de la Bretagne et tout le charme de l'Italie. Pourriez-vous me donner le prénom et le titre Qui a dit Renato? Excellente réponse. Et la cage aux folles. Très très bonne réponse. Bravo. Très bien. Renato. Exactement. Ça a été Renato que la cage aux folles. Alors, pour la cage aux folles, donc c'était un très très gros succès. Il faut savoir quand même que ce film a remporté le Golden Globe du meilleur film étranger en 80. Et ouais. La cage aux folles. En Italie, la cage aux folles a reçu 3 nominations aux Oscars, le croyez-vous? Ouais. Alors je vais vous dire, parce que là je les ai partenus, meilleur réalisateur, meilleur costume et meilleure adaptation. Et il n'en a remporté aucun en fait. Même ça, c'est une autre histoire. Il y a eu des suites, il y a eu 3 films, et puis derrière un remake avec Gene Hackman notamment dans les années 90. Bravo pour Renato. Et Robin Williams. Il y avait Robin Williams, tout à fait. Et Robin Williams, exactement. Je tourne ma petite papage parce que j'en ai besoin. 4e question. Ça, attention, ça peut aller extrêmement vite sur cette question-là. Bonne réponse. Quel animal a le museau tout rouge avant de traîner dehors en plein hiver? Le con. Reine. Oui, mais pas que Reine. Rudolph. Mais oui, bien sûr. Mais oui, Rudolph, le renne du Père Noël. Le renne au nez rouge. Rudolph, le renne. Au nez rouge. Rudolph, le renne au nez rouge. Rudolph, qui était le 9e reine du Père Noël, les enfants. Et oui, qui grâce à son nez rouge, d'une luminosité incroyable, le guidait durant sa distribution de cadeaux pendant toute la veillée de Noël. Oui, les enfants. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors je vais te le dire, mon enfant, je vais te le dire. Avant 1939, si tu veux, le traîneau du Père Noël était traîné. Il y avait Vixen. Par 8 beaux rennes. Vixen. Oui, alors là, je les ai en français. Alors on va y aller en français. C'était Tornade, Danseur, Furie, Fringant. Il y avait aussi Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Merci à eux. Il y a même une chanson qui a été faite qui s'appelait Rudolph the Red-Nosed Reindeer, qui a été chanté, mais alors chanté par Tutti Chaki. Je suis incapable de vous redonner l'air. J'essaie de le retenir. J'ai déjà oublié. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es en mesure de le chanter? Ah, qui l'a fait là? Yes, merci. Tu peux le siffleur. Viens le siffler. S'il te plaît. Viens juste. Allez, s'il te plaît. Allez. Merci. Alors là, tu me sauves la vie. Non, je vais pas me meumer, c'est pour les jeux. C'est juste, voilà, c'était très bien en tout cas. Super, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. On s'y croirait. Alors, il y a eu Chris Isaac, Chuck... Micheline Dax n'aurait pas fait mieux. Mathilde, tu sais chanter? Mathilde, viens, tout de suite, allez. Mathilde, sors des toilettes. Allez, Mathilde. Ça, c'est bas, ça, JR. Voilà, non, c'est pas JR, là. La réminiscence qu'il y a. Donc, super morceau. Magnifique. 5e question. Super enchaînement. Marguerite. Marguerite. Ah, le film. Marguerite. Au fait, c'était quoi son taf Elle était reine. Reine Marguerite. La reine Margot. La reine Margot, oui, Marguerite de France, encore appelée Marguerite de Valois.
surnommée la reine Margot. C'est beau, hein, ça, oui, j'ai bossé sur le sujet pour essayer de trouver... Princesse de la branche dite Valois-Angoulême, de la dynastie capétienne. Et là, je vais vous lire le texte parce que elle est née un jour, elle est morte un autre jour, ça c'est sûr. Le papier le dit. Hein. Fille du roi Henri II. Et c'est cette charmante femme qui a été mariée à Henri IV. Ça vous cause la poule au pot. La poule au pot, mais oui. Et alors son mariage qui devait célébrer la réconciliation des catholiques. Tu veux pas venir faire dans le micro? Tu veux venir rigoler? Attends, c'est pas fini. Eh bien en fait, c'est ce qui s'est passé. Cette conne, c'était le massacre de Saint-Barthélemy, donc du coup le mariage forcément, c'était pas génial, voilà. Et en 94, évidemment, Isabelle Adjani, Patrice Chéreau, la reine Margot, vous êtes au courant de l'histoire. On poursuit, ça vous va toujours? Sinon, Ludo, la question. Je les pose mes questions, mais tu vois, regarde, ça donne à fond là. Il y en a une qui arrive. Et attention, celle-là, elle est marrante. C'est-à-dire que t'as 20 questions, il y a une réponse. Elle est super marrante. Si la réponse c'est reine, ça va mal se passer. T'es prêt? Alors, question géographie pour les studios. Là. Vous êtes prêts? Quelle région du pays de Derrick a longtemps été éclatée dans son histoire entre de multiples entités politiques? Ah, il y en a qui va le dire. La reine Annie. Oui, très bonne question. Alors, il est chouette pour quiz, hein. La Rhénanie, mais oui, c'était pas une question pour les tafioles, celle-là, vous avez noté. La Rhénanie, qui est une région de l'ouest de l'Allemagne et qui doit son nom au Rhin qui la traverse. Alors, en fait, on a deux Länder, parce que je vais faire un peu mon sachant là. La Rhénanie du Nord, Westphalie, et la Rhénanie-Palatinat. J'étais sûr, tout le monde le sait, bien sûr, au courant. Voilà, à part ça, rien de bien intéressant. On va passer à la question suivante, parce que je pense qu'on commence un peu à se faire chier, là. Donc, 7e question. Elle est bonne, celle-là. Ah, tu sais quoi? Celle-là, j'y ai pas pensé, mais c'était une très bonne, en fait. J'aurais dû t'avoir avec moi quand j'ai un peu essayé de trouver des trucs, là. Non, j'ai mieux. Tu t'avances beaucoup. Alors on y va les gars, les filles, la fille, le film. Non, Ludo. Il y en a d'autres. Les gars, pardon, excuse-moi. Ah oui, il faut lever les bras là, c'est important. La marraine. Le quoi? Ah mais non, celui-là non plus. On aurait dû le faire ensemble. Non, il aurait dû le faire en fait. Quel était le surnom donné à Jeanne-Antoinette Poisson, alias Akei, marquise de Pompadour? Alors là, on se calme. Là, on se calme un peu là. On rigole déjà, moi. Vas-y, on va sortir le téléphone. La mer Noire, non. Donc elle s'appelait Jeanne-Antoinette Poisson. Mais déjà, c'est bizarre. Marquise de Pompadour. Tu y es presque, mais pas tout à fait. Comment? Rainette, exactement, la Rainette. Oh. Exactement. Rainette parce qu'elle était surnommée Petite Reine par son entourage, tout à fait. Alors, ouais, alors aussi. Alors, faut savoir que pour un petit contexte quand même, cette dame-là, donc, par son entourage, elle était surnommée Petite Reine. Enfin, faut savoir, la marquise de Pompadour, elle était membre de la cour du roi Louis XV, mais elle n'était pas seulement membre de la cour. Mais elle était aussi l'une des maîtresses favorites de Louis XV. Autant vous dire que pendant 20 ans, ça y est, Louis XV, voilà, c'était son truc. Et elle n'était pas surnommée que Petite Reine. Petite Reine, c'était un peu sa famille, son entourage. Non, en fait, elle était aussi surnommée Maman Putain par le dauphin. Et c'est vous dire à quel point elle était appréciée par certains membres de la famille royale, puisqu'évidemment, derrière, son objectif, c'était de grappiller le max d'influence. Exactement. C'était une dame qui venait de la bourgeoisie. Et grâce au roi, elle a récupéré des châteaux, elle est devenue marquise, puis duchesse, etc. Non, elle a bien assuré, elle a bien joué son coup. Alors, par contre, elle est morte quand même. Elle a juste une petite spécificité, c'est quand même que, dans la véritable histoire de France, Madame de Pompadour a rencontré le 10e docteur. Voilà, exactement. Et ouais. J'ai vu le documentaire. Voilà, exactement. Alors, je vous le dis, c'était la 4e saison de la seconde saison, quatrième épisode de la seconde saison. Voilà, Les Cheminées du Temps. Voilà. C'est chouette, hein. Bon, c'est génial, hein. Vous aimez mon quiz? Ouais. Rassurez-vous, ça va se gâter dans 2 secondes. Alors, on y va. Quel médicament fabriqué par le laboratoire Bayer Healthcare... Rémi. Ah mais laisse-moi finir ma question, merde. Quel médicament fabriqué par le laboratoire Bayer Healthcare est composé des principes actifs suivants: carbonate de calcium et carbonate de magnésium? Réni. Médicament indiqué pour les brûlures d'estomac. Exactement, voilà, Réni qui combine 2 antiacides, c'est génial. Donc en cas de mal de bidon ou de remontée acide un peu dégueulasse pour les copains qui sont autour de vous, vous prenez un petit Réni, et en plus on a tout: Réni nature, Réni menthe glaciale, Réni orange, Réni citron, Réni sans sucre.
Et on a même qui s'appelle Rémi Déflatine. Vous savez, Déflatine, comme pour les pneus, Déflatine. Et ça, si bon, vous avez des ballonnements abdominaux. Bref, 6 € la boîte de 48 comprimés, je veux dire, en cas de problème. Dans toutes les... Ce serait ballot de s'en priver. Et exactement, tout à fait d'accord avec toi. J'en arrive à l'avant-dernière question. Vous voyez, c'est vous dire que là, je sens que vous êtes déçus sur ce coup-là. Alors... On est déçus que ce soit pas la dernière. On est d'accord. Quel acteur français... Jean Reno. Oh putain, vous êtes chiant. Mais c'était le principe, exactement. On a compris. Nommé 3 fois au César du meilleur acteur, n'est jamais né à Rennes et n'a strictement rien à voir avec cette ville. C'est effectivement Jean Reno, dont les films les plus inoubliables sont Les Visiteurs de la Révolution, Les Visiteurs en Amérique, Wasabi, Les Truffes, On ne choisit pas sa famille, bon, et d'autres trucs beaucoup mieux, il paraît. Petite anecdote, est-ce que vous saviez que Jean Reno avait décliné un rôle pour jouer dans Godzilla? Et savez-vous quel rôle c'était? Non. Non, il a joué dans Godzilla. Ah oui. Non, il a joué dans Godzilla de Roland Emmerich, mais pour ça, il a décliné un rôle pour accepter Godzilla. Exactement, il a décliné le rôle de l'agent Smith dans Matrix, en fait, pour aller jouer. Voilà. Oh, le flair. Bon, après... le con. Bon, tant mieux pour nous, finalement. Singing in the Rain. Bah, justement, ça tombe bien parce que ça va être une question cinéma. Là, on arrête les conneries. Là, maintenant, bon, c'était gentil. Là, maintenant, on va un peu changer de level. Là, elle va... Oh, bien, joli. Ça, c'est beau, ça. Alors là, on y arrive. Attention. Tu peux le répéter, du coup. Calcul Reno, ça vient de la salle. Ah oui, c'est vrai. Calcul Reno, mais oui, c'est très bon, ça. On arrive sur la dernière question, la question boss de fin de niveau. Donc là, je vous demande d'être tout prêt. On va rester dans le domaine du cinéma, comme je disais. Vous êtes prêts? Oui. Alors là, vous pouvez y aller. Alors, vous pouvez y aller, je vous attends sur Rennes, Reno, Rena machin. Faites-vous plaisir. Quel film mettant en scène la Bretagne a fait le plus d'entrées au cinéma dans les salles européennes? Non. Les Galettes de Pont-Aven. Je vais pouvoir donner des indices si jamais vous ne trouvez pas de premier abord. Non. Non. Que la fête commence. Non plus. Alors, je vais vous donner un premier indice. Non plus. Est-ce que vous voulez un indice? Alors, au costume, c'était Magali Guidaschi et Michael Kaplan. C'est sûr. Non. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Non plus. Vous avez le droit à des questions, à la limite. Je vous autorise aux questions, si vous voulez. Oh, t'es vraiment sympa. Non. Non. Alors, la durée est de 145 minutes. On avance. C'est une comédie? Non, ce n'est pas une comédie. Comment? Ça n'est pas un film historique. C'est de la SF. Est-ce qu'il y a un cheval dedans? Non. Il n'y a pas de cheval. C'est pas Japlou. Le film est sorti en 1998. Je répète, en 1998. Qui est l'acteur principal? Je ne peux pas le dire. Si je le dis, c'est trop facile. C'est de la SF. Alors, il y a une très bonne remarque à côté. Il y a une question qui me demande, est-ce que c'est de la SF? De la SF bretonne. Ouais. Oui, c'est un film de SF. Ça fait super peur. Eh bien, oh, monsieur est connaisseur. Non, pas Brocéliande. Non. Oui. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées en salle européenne, et tant mieux. Non, ça aurait pu être Excalibur, c'était pas Excalibur. Le film est sorti en 98. Budget 140 millions de dollars. Ah oui. Ok. C'est un gros truc. C'est un film américain, 140 millions de dollars. Braveheart. Vous allez voir, c'est un peu chelou mon truc. Le roi Arthur. Alors, juste un indice supplémentaire. J.J. Abrams figure parmi les 4 scénaristes crédités. Ah bah, Avengers. Non. ça aurait pu, mais non. Armageddon, excellente réponse, c'est Armageddon. Le blockbuster, voilà. Alors, oui, le blockbuster américain de Michael Bay avec Bruce Willis s'offre à l'écran un petit bout de Bretagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est juste parce que là, alors, pour tout vous dire, oui, c'est un peu pervers mon truc. Vite, il nous reste 5 minutes. Eh bien, j'ai quasiment fini. Quelques secondes. Pour finir l'émission, Ludo. Mais la production, là, ils veulent la réponse. Mais la production a bien déplacé une petite équipe de tournage à Dinan
pour filmer des scènes de panique au moment où les astéroïdes s'abattent sur la Terre entière. Le truc, c'est que c'est une des scènes marquantes du film où vous avez l'astéroïde qui déboule qui arrive, on suit l'astéroïde qui arrive sur Terre, on arrive sur Paris, la Tour Eiffel, poum, changement de plan, et là vous vous retrouvez à Dinan avec la place de l'Horloge, la petite rue, c'est la rue d'ailleurs qui s'appelle la place des Cordeliers et la Tour de l'Horloge. C'est génial, j'ai revu la scène, c'est fantastique quoi. Vous avez Paris, la Tour Eiffel et tout, et d'un seul coup on se retrouve dans une petite rue de Dinan, comme ça dure quelques secondes. Merci, c'était la Bretagne. En vous remerciant. Formidable. Formidable. Désolé, c'est toujours aussi pitoyable, mais bon, on fait comme on peut. Hein. C'est quand même autre chose que Freddy. Quoi. Freddy, quand tu nous écouteras, si tu nous écoutes. Il nous écoute pas. Il a bien raison. Mais on arrive rapidement à la fin de notre émission. Il nous reste plus que nos coups de cœur en 60 secondes, donc ça va être assez rapide. Voire même moins. On va essayer de les faire rapidement, histoire de... Ah mais nous on nous a donné un créneau, donc d'habitude on n'a pas ça, donc on a un peu l'impression. Et puis là on est sage, d'habitude on se charge. Hein. D'habitude on picole, c'est ça que tu veux dire? Oui. Moi j'ai une formation d'expert comptable, hein. Une horreur c'est un horreur. Hein. Puis toi t'es un site alors donc tac pareil. Hein. Starlet, je te propose de commencer. On va faire comme ça, hein, dans le sens... Alors. Attention. Attends. Chrono. Ouais, attends, bouge pas. Pardon. Ah bah, ça, c'est de l'organisation. Ouais, non, mais sinon, après, je sais plus si j'ai le temps de dire les trucs et tout, quoi. Tac. Il te reste 5 secondes. Mais c'est vrai. Voilà. Sors C'est bon? C'est quand tu veux, là. C'est parti. Donc mon coup de cœur ce mois-ci va à 2 jeunes Allemands âgés respectivement de 9 et 11 ans qui s'appellent Daniel et Lara Krohn qui ont inventé un système de récupération de gouttes de pluie ayant le potentiel de réduire drastiquement l'impact environnemental du secteur automobile. L'idée leur est venue un jour de pluie, il y avait de l'eau absolument partout, ils étaient en Bretagne, donc de l'eau partout sauf dans le réservoir du lave-glace. C'est apparu telle une évidence, il fallait réutiliser l'eau de pluie. Les 2 enfants ont construit un prototype et l'ont présenté à l'occasion d'un concours de sciences régionales. Ils remportent à cette occasion le premier prix, ainsi que la curiosité des ingénieurs de Ford, qui, fascinés par l'idée du tandem, leur proposent de tester leur dispositif sur un véhicule à taille réelle, le Ford S-Max. Donc, en plus d'économiser les 6 milliards de litres d'eau annuels consacrés au lavage de pare-brise par les conducteurs européens, l'invention des 2 jeunes Allemands pourra ainsi servir à l'entretien des capteurs et caméras du véhicule. Donc, moralité, la solution à un problème n'est pas forcément compliquée et se trouve parfois juste sous notre nez. Il me reste 1 seconde, merci. Wow. Bravo. Ah, c'est beau. Ah, très bon timing. Et effectivement. Oui. En gros, c'est ça. Oui, bon. Quelle jolie morale. Bon, c'est bon, toi. Hein. Christophe. Tu es prêt pour ton coup? Ah non, t'as une musique, toi, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai une musique, évidemment. Tu es prêt? C'est parti. Alors, donc, un coup de cœur musical pour un jeune prodige de la pop folk anglo-saxonne que certains d'entre vous doivent déjà connaître, puisqu'il existe depuis 2012, mais il n'a que 23 ans. Il se nomme Jack Bugg. Il existe depuis 23 ans. Il n'a que 23 ans, il existe depuis 2012. Il existe aussi depuis 23 ans. Il se nomme Jack Bugg. Je le découvre moi seulement maintenant parce que c'est son 4e album qui est sorti quand même à l'automne dernier. Et il est programmé cet été dans plein de festivals, dont en Bretagne. Allez savoir pourquoi, je vous laisse écouter. Merci Christophe. Oui, je ne vais pas préciser, mais nous, c'est 1 minute, on coupe. Hein. C'est comme ça. Ouais. C'est un peu psychorigide, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Sinon, c'est le bordel. Donc, on a le congrès des experts comptables qu'on doit animer, je crois, effectivement aussi. Laisse-moi Ludo, ça va être bien. À ton tour. Ouais. Tu es prêt? Vas-y, oui, on n'écoute que toi. Ouais, en fait, moi, ça va être plusieurs petites choses que j'ai vraiment aimées ces derniers temps. Dark, pour ceux, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette série, une série allemande qui passe...
Ouais, encore des Allemands. Qui passe sur Netflix. Moi, que j'ai trouvé fantastique. En fait, une série formidable. Alors, c'est difficile d'en parler sans trop spoiler le principe, si ce n'est que la série démarre sur une disparition d'enfants. Et on se retrouve embarqué dans une espèce de trip fantastique à base de boucles temporelles. C'est génial. Si vous avez l'occasion de regarder, il y en a qui n'ont peut-être pas forcément aimé, mais moi j'ai vraiment complètement trippé. Il y a un traitement très, comment je dirais, un peu scandinave en fait. Ça a un côté vraiment un peu nordique, mais fantastique. Si vous avez l'occasion, jetez-y un œil ou deux. Ce serait pas mal. Et puis, il me reste un peu de temps, il me reste quelques secondes. La bande dessinée Démon, pour ceux qui connaisseraient éventuellement, 4 volumes. C'est l'histoire d'un type qui essaie de se tuer, mais il peut pas mourir. Et on comprend pourquoi, et franchement, le principe est génial, et ça part dans un délire métaphysique absolu. Fantastique. Voilà. Merci tout Ludo, merci beaucoup. Donc, Dark et Démon. Dark et Démon. Arnaud, qu'as-tu à nous présenter ? Moi, je voulais... ton petit truc ou pas? Non, je vais pour moins d'une minute. Vas-y. Moi, je voulais vous parler d'Extase de Jean-Louis Tripp, qui était le co-auteur de Magasin Général. Et c'est une BD, c'est une autobiographie sexuelle. Je sais, dit comme ça peut faire bizarre. C'est un libraire rouennais qui me l'a conseillé, Funambule Pierre Julien. Ce sera en plusieurs tomes. Là, c'est de la découverte du sexe, je dirais, au plus jeune âge, alors qui ferait éco certainement à beaucoup d'entre nous. C'était fait pour toi, alors. Et ensuite, après, ça peut déraper, mais c'est très très cru. Vraiment, il se fout à poil dans tous les sens du terme, mais c'est super beau. Et puis, quelles que soient les expériences qu'il vit, qui font pas forcément écho à des choses qu'on a envie, qui nous font envie ou quoi que ce soit. En tout cas, il arrive à rendre ça touchant et vraiment, vraiment émouvant, et donc à suivre parce que c'est extrêmement cool, pas à mettre entre toutes les mains. C'est très explicite, mais c'est chouette. Lisez-le. Merci Arnaud. Extase. Didouille. Moi, à toi. Oui, à moi. C'est parti. Moi, je vais vous parler de la bouffe encore, gastronomie. Donc, là, on est à Rennes en Bretagne, on mange super bien. D'ailleurs, nous, on a hâte, on va essayer de goûter quelque chose. Juste pour dire que j'ai vécu une expérience super avec Ludo. On est allé donc manger au manoir de Rétival, qui se trouve à Côte-Bécancourt, en Normandie. Donc, si vous avez l'occasion de vouloir offrir un super resto, allez-y. C'est dans un manoir. C'est un chef allemand qui est en cuisine. Il s'appelle David Goer. C'est pour toi, c'est cadeau. Alors, ce restaurant a eu une étoile au guide Michelin, mais la particularité, c'est qu'il ne cuisine que des produits locaux. Alors, tu vas me dire, il y a plein d'autres restaurants qui le font, sauf que vous mangez en cuisine. Il prépare devant vous. Il a sa petite table, et puis il fait sa petite mixture. Vous voyez son piano avec les jus de viande et tout, et il explique ce qu'il fait. Et vous avez des plats qui défilent, mais il est un peu fracas. Mais allez-y, c'est divin. Voilà. Merci, tu l'as bien vendu en tout cas, ça donne envie d'y aller. Et moi, je vais terminer. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de podcast, bien sûr. Donc, ici, Podren, c'était bien le bon endroit. Donc, je vais vous parler du podcast de nos amis de Pixel. Donc, on en a déjà parlé à notre micro. Ils ont lancé un podcast qui est disponible sur SoundCloud et les applications de podcast habituelles. Donc, il y a 6 épisodes à ce jour. Donc, c'est un podcast qui parle de thèmes qu'on peut qualifier de geek. Mais comme d'habitude avec l'association Pixel, c'est pas du tout pour faire de l'entre-soi ou pour chipoter sur des détails, etc., ou jouer les experts. Leur approche reste ludique, avec une volonté de transmission, de relais, de partage, etc., etc. Mais ils abordent donc plein de sujets, les séries, la littérature, les jeux vidéo, le cinéma, etc. Ils ont fait notamment un épisode débat avec plusieurs invités sur le thème « Est-ce que le jeu vidéo est un objet culturel ?» Donc ça peut en intéresser peut-être certains ici. Ils ont aussi fait leur dernier épisode qui est un hors-série sur toute la saga de Zelda. Donc voilà, des sujets un peu génériques, des sujets un peu pointus. Il y a 4 personnes récurrentes autour du micro. Géraldine et Paul, que nous avions reçus, qui parlent plutôt culture pop. Il y a aussi Ophélie, qui fait la chronique littéraire, et Laurent, qui vient de l'association Courtivore, donc plutôt orienté cinéma. Donc, comme je disais, ça parle pas forcément de jeux vidéo. Il y a du Twin Peaks, il y a du Jim and Andy, des bouquins un petit peu torturés. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la version jeune de l'Entrepode. Et puis, c'est des émissions d'1h30 en moyenne, donc ils font aussi moins que nous. Donc, c'est très bien produit. C'est un podcast comme je les aime, fait par des passionnés, sans aucune arrière-pensée. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Pixel. Ça s'écrit Pix31 si vous cherchez. Voilà, c'était tout pour moi. Merci.
Donc on arrive à la fin de cet enregistrement. On va remercier encore Podren de nous avoir invités. Merci à vous tous d'être venus aussi, d'être restés. C'est quand même sympa d'avoir participé pour certains. Pas gagné. C'est vraiment cool. Nous on a passé un bon moment. Enfin je parle pour moi en tout cas, mais très bon moment, aussi. Très bon c'est assez spécial. Hein. Je ne cache pas que c'est un peu intimidant quand même d'avoir tous ces gens qui sont. Nous on se regarde entre nous d'habitude. Donc là, ceci dit, on a fait une ils sont pas plus bizarres que vous. Parce qu'il manquait d'une rubrique aussi. Enfin, on tourne sur les rubriques. Si jamais vous nous écoutez. En téléchargement, attendez-vous à passer plus de temps. Hein. Voilà. Ou en x2, mais bon, il y a des gens qui sont hostiles mais on rigole bien. Lecture accélérée. Et puis on a fait un condensé effectivement au niveau des rubriques. Exactement. Et puis donc vous pouvez retrouver, on a un site entrepod.fr, on remet tous les sujets qu'on a présentés sous forme d'un billet, comme beaucoup de podcasts le font, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir se repencher quand on écoute dans la voiture, on n'a pas toujours de quoi noter, donc c'est toujours sympa d'y retourner. Et depuis hier, on a mis en place un petit plugin qui laisse des messages répondeurs. Donc vous pouvez nous laisser un message de 90 secondes si vous voulez participer ou juste vous n'avez pas envie d'écrire, laisser un mail ou quoi que ce soit. C'est simple, sur le site, vous pouvez faire ça. Voilà. SOS Détresse Amitié. C'est un peu ça. Et puis on se retrouve, nous on sait pas trop quand. Hein le mois prochain l'année prochaine à Podren peut-être. Mais non, c'est pas encore. En général, c'est tous les mois. Mais enfin, on se retrouve avec certains parmi vous là bientôt, puisqu'on participe à PodJam. Donc ça va être quelque chose qui a l'air assez sympa. Ouais. Le mot de la fin, qu'est-ce que c'est en général? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Allez, bisous. Salut.